tous, voici l'édition de Télésorg Info du 2 avril 2015, présentée par la classe de 3e A du Collège Voltaire. Dans l'actualité ce soir, au sommaire, nous allons aborder les sujets suivants. Les vies et carrières bouleversées des sportifs en Ukraine, une journée noire dans les Hautes-Alpes, la fraude de la campagne présidentielle de 2012, les femmes mûres dans la mode, Games Reflections à la médiathèque de Sorgues, et puis pour finir, la météo. Ilyes, que pouvez-vous nous dire au sujet de la situation des sportifs en Ukraine? Apparemment, il est compliqué d'y faire du sport. Alors que la guerre sévit en Ukraine, la vie de tous les athlètes et sportifs de cette région a été bouleversée par le conflit entre séparatistes pro-russes et forces régulières ukrainiennes, qui a fait plus de 6000 morts en un an. Le championnat d'Europe 2015 de basket devrait initialement se dérouler en Ukraine. Pour Oleg Golovin, un joueur de basket de 34 ans qui a entraîné il y a un an les joueurs du Donbass pour ce championnat, le sentiment d'avoir été lâché par Kiev est très présent. De même, le Shakhtar Donetsk essaie de continuer à jouer au football. Le club quintuple champion d'Ukraine évolue à plusieurs centaines de kilomètres de Donetsk. Les joueurs s'entraînent à Kiev et disputent leurs rencontres dans la ville de Lviv, club rival avant les événements extrasportifs. Elle tente malgré tout de rester au contact de ses supporters. La guerre a provoqué un autre dommage collatéral pour les sportifs, l'impossibilité de participer aux compétitions internationales. Et maintenant, Léna, une nouvelle catastrophe dans les Alpes. Que s'est-il donc passé? Bonjour Yasmina, il y a eu 2 accidents de montagne dans la journée du 1er avril 2015. Je vous écoute. Le premier, une avalanche, s'est passée dans le massif des Écrins. Elle a fait 3 victimes qui sont malheureusement décédées des suites de cet accident. Il y avait 2 Autrichiens et 1 Italien, ainsi qu'une personne qui a été grièvement blessée. L'avalanche s'est déclenchée mercredi vers 15 h, sous le col Émile Pic, à plus de 3000 mètres d'altitude, sur la commune de Pelvoux. Les 4 victimes faisaient partie d'un groupe de 10 skieurs étrangers, encadrés par un guide dont on ignore encore s'il figure parmi les victimes. Les 7 autres personnes ont été mises en sécurité au refuge des Écrins. De nombreux secouristes aidés d'hélicoptères ont été dépêchés sur place. Mais le vent soufflant à plus de 80 km/h sur les lieux de l'avalanche compliquait leur tâche. Le risque d'avalanche était marqué d'un 3 sur une échelle de 5 ce jour-là. D'accord, et pour le deuxième accident? Un peu plus tôt dans la journée, dans ce même département, 2 randonneurs à ski ont été retrouvés morts dans le massif du Dévoluy. Selon le préfet, ces skieurs de randonnée ont très certainement dévissé. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a d'ailleurs exprimé sa vive émotion après cette avalanche meurtrière. D'accord, et que pouvez-vous en conclure? Il faut être très vigilant en montagne. Un accident n'est jamais sans conséquences. Les conséquences peuvent être très graves comme très insignifiantes. Merci Léna. Nicolas, quelles sont les dernières nouvelles au sujet de la fraude présumée de la campagne présidentielle de 2012? Peu après le succès de l'UMP aux élections départementales, Nicolas Sarkozy se retrouve à nouveau confronté à la justice pour fraude. 3 personnes de l'entourage de Nicolas Sarkozy ont été mises en garde à vue mercredi 1er avril 2015. Guillaume Lambert, directeur de la campagne, aujourd'hui préfet de Lozère, le député UMP Philippe Briand, qui était trésorier, Philippe Blanchetier, avocat du parti, impliqué dans le suivi de la campagne. L'un d'entre eux, Philippe Blanchetier, a été libéré le soir même. Toute cette agitation judiciaire vient d'une présumée fraude commise par Nicolas Sarkozy durant sa campagne présidentielle 2012. Nicolas Sarkozy aurait dépassé de plus de 360 000 € son budget de campagne et aurait fait rembourser sa dette par l'UMP au lieu de la rembourser lui-même. Finalement, il a fini par rembourser le parti durant sa présidence. Merci Nicolas. Luna, qu'avez-vous à nous apprendre sur les nouvelles tendances de la mode? Il paraît que l'on peut être mannequin jusqu'à l'âge de 86 ans. C'est exact, Yasmina. À l'heure actuelle, la mode teste plusieurs techniques de marketing pour élargir son public, comme les femmes âgées dans la mode. Le monde de la mode vise un public de personnages âgés car elles sont plus riches, donc cela est plus avantageux de prendre des mannequins plus mûrs. Ainsi, Sylviane de Gust, auteure et éditrice en France âgée de 56 ans, était modèle dans les années 1960 et 1970. Elle a déménagé à Londres et a eu du mal à trouver du travail. Sylviane a été repérée dans la rue et on lui a proposé de retravailler comme modèle.
Les responsables de la mode pensent que cela est plus réaliste de demander à des personnes âgées de faire des publicités pour les produits anti-rides, par exemple. Et cela est devenu une mode comme pour les défilés ou les unes de magazines. Grâce à cela, les nouvelles publicités sont plus réalistes et intéressent les téléspectateurs. Ces publicités redonnent confiance aux femmes et incitent à la consommation. Merci Mna. Et maintenant, c'est au tour d'Estelle et d'Honorine de nous parler d'un événement culturel à la médiathèque de Sorgues. Une fois par an, le secteur multimédia de la médiathèque de Sorgues propose un événement autour des usages numériques créatifs, artistiques ou innovantes. Pour cette nouvelle édition, la médiathèque propose une réflexion sur le jeu vidéo comme reflet de notre société. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Isabelle Arvert, commissaire de l'exposition Games Reflections, qui aura lieu du 9 au 16 mai 2015. Bonjour Isabelle, nous sommes des élèves de 3e du collège Voltaire de Sorgues et nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de votre exposition sur les jeux vidéo à la médiathèque de Sorgues. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette exposition ? Games Reflections, en fait, c'est une exposition qui présente en fait des jeux indépendants. Et alors, elle a été thématisée autour de la notion soit de reflet. Dans la scénographie, il y aura aussi des miroirs, parce que ce que j'avais envie, c'était qu'on regarde un peu les jeux vidéo d'une autre manière. Et puis qu'on puisse aussi regarder les joueurs en train de jouer. De prendre le jeu vidéo non pas juste comme un divertissement, mais comme une manière de réfléchir à ce qui est notre quotidien. Pourquoi le jeu serait considéré comme une œuvre d'art ? Tout d'abord, on peut dire que le jeu, comme tout à l'heure je disais, on peut imaginer que le jeu, c'est un peu un reflet du réel. Et surtout, on peut imaginer que le jeu, c'est une représentation de ce qu'est le réel. Surtout dans les jeux les plus joués, il y a des jeux qui reprennent des moments d'histoire, comme Call of Duty. Il y a des jeux qui nous renvoient à des villes comme Assassin's Creed, qui nous permettent de visiter des villes en Italie ou ailleurs. Donc, on peut vraiment appréhender le jeu comme quelque chose qui serait le reflet de la réalité, une représentation du réel. Et pour moi, une œuvre d'art, c'est entre autres une représentation du réel. Quel est l'intérêt d'exposer des jeux vidéo dans une médiathèque ? Il me semble important aujourd'hui de rapprocher un peu différents mondes. Le monde du livre, le monde de la musique, du cinéma et celui des jeux vidéo. Et en fait, dans une médiathèque, il y a déjà des films, des livres, et de la musique. Et du coup, il me semble important en fait de considérer que le jeu vidéo, c'est vraiment un bien culturel qui a tout à fait sa place dans une médiathèque et permettre aussi de mélanger un peu les publics et de faire venir peut-être des publics plus jeunes qui seraient attirés par le jeu vidéo et comme ça qui découvrent l'ensemble des offres qu'il y aura dans la médiathèque. Alors, vous allez proposer un atelier de machinima lors de cet événement et nous voudrions savoir de quoi il s'agit. Alors, les machinima, en fait, le mot machinima est un mot américain. En fait, il mélange le mot machine, qui correspond au moteur de jeux vidéo, et le mot cinéma. Donc, c'est pour ça que ça a fait machinima. Donc, c'est un mot un peu bizarre, mais finalement, pour parler de films qui sont conçus avec des moteurs de jeux vidéo. Et en fait, comment ça se fait, parce que ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait c'est tout simple, il y a plusieurs techniques, mais la première et la plus simple, c'est vraiment de jouer et d'enregistrer avec un logiciel ce qui se passe sur mon écran en temps réel. Et donc pendant l'atelier, moi j'apprendrai aux différentes personnes à se servir des outils et sur la base d'un scénario et avec l'écriture de dialogue, on fera des films. Alors pour terminer, on aimerait savoir si s'occuper des jeux vidéo, c'est votre métier. Alors oui, moi ma spécialité en fait, mon métier donc c'est commissaire d'exposition. Ça consiste en fait à organiser des expositions d'art normalement, c'est-à-dire à sélectionner des artistes, à sélectionner des œuvres et puis ensuite à imaginer comment elles vont être présentées dans l'espace. Et en fait, c'est vrai que je me suis spécialisée il y a 15 ans dans ce qu'on appelle la relation entre l'art et les jeux vidéo, c'est-à-dire comment des jeux vidéo peuvent être considérés comme des œuvres d'art ou comment des artistes utilisent les jeux vidéo
pour faire des œuvres d'art et à présenter quelque part le jeu vidéo comme un médium qui permet de faire des œuvres. Donc oui, je ne travaille que sur cette relation art et jeu vidéo depuis presque 15 ans. Donc mon métier, c'est bien entre autres, ça consiste à jouer, à tester des jeux, et à les sélectionner et à imaginer ce qui sera le plus approprié pour un lieu d'exposition ou une médiathèque comme à Sorgues. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. À bientôt à Sorgues. Eh bien, merci à vous. À bientôt. Voilà ce qui vous attend du 9 au 16 mai avec plusieurs activités, notamment la soirée nocturne du vendredi 15 mai jusqu'à 22 h et l'atelier Machinima du samedi 16 mai dont voici quelques images. Salut les gars, j'ai une super idée. Vas-y, raconte ton idée. Ça vous dit on se fait une petite virée dans les bois ce week-end? Oh ouais, ce serait mortel. Moi, ce serait cool, mais d'abord je dois demander à ma mère. C'est risqué. Mais non, t'inquiète. Ok, je suis partant. Merci. Vous pouvez retrouver l'intégralité du reportage sur le site de la médiathèque de Sorgues. Pour finir, Ludovic va nous présenter la météo. Bonjour, demain matin les conditions météo seront plutôt bonnes, en partie dans le sud grâce à un anticyclone qui résiste. La France sera recouverte d'une dépression qui s'étalera sur le nord, sauf pour l'Alsace et la Lorraine où il y aura des éclaircies. Le sud-est sera ensoleillé, par contre dans le nord-ouest, il y aura des pluies orageuses. Il y aura du Mistral à 50 km/h dans la vallée du Rhône. Dans l'après-midi, il pleuvra toujours dans la moitié nord et la moitié sud sera un peu voilée avec des éclaircies. Pour les températures, demain matin, elles seront un peu au-dessus des normales de saison. Les minimales seront de 5 degrés en Franche-Comté et les maximales seront de 16 degrés à Nice, à Nîmes, à Perpignan et à Ajaccio. Il fera doux à Grenoble avec 14 degrés. Dans l'après-midi, il fera chaud dans le sud avec 20 degrés à Nîmes et 21 degrés à Perpignan. Dans le nord, les températures seront relativement froides avec 10 degrés à Paris, 9 degrés à Lille et 8 degrés en Picardie comme minimal. Demain, le soleil se lèvera à 7h25 et se couchera à 20h23. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Nous fêterons la Saint-Richard. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de Télésorgues Info.